Les marchés américains qui continuent leur hausse. Donc, le Dow Jones qui bondit de plus de 300 points. Et malheureusement, alors que les investisseurs se détournent des actions de puces telles que Nvidia, donc voilà, il y a un rebasculement au niveau des actions. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur Nvidia et vont acheter d'autres actions. Et du coup, Nvidia qui prend cher, comme quelques actions technologiques. Et donc l'intelligence artificielle qui est vendue, là, voilà, une prise de bénéfice sur les actions d'intelligence artificielle. Bon, j'ai eu le flair de vendre quelques actions ou de vendre un peu Nvidia. Donc j'avais pris des bénéfices, mais quand même, j'ai laissé une grosse partie sur Nvidia. Et là, Nvidia qui chute beaucoup, ce qui fait mal à mon portefeuille, bien sûr. Et avec les cryptos aussi qui baissent. Donc voilà, là, le portefeuille est dans le rouge. Mais voilà, ça fait partie du jeu, la volatilité. On touche rien, on conserve, on panique pas. Et justement, on essaie de profiter des opportunités. Donc, on va voir alors cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on a? Donc aujourd'hui, le discours de Waller, un des membres de la Fed. Donc demain, la confiance des consommateurs pour voir à peu près le baromètre hein, au niveau de la consommation américaine. Mercredi, les ventes de maisons, ça c'est pas, voilà, c'est un petit indicateur. Jeudi, intéressant, le PIB et les inscriptions au chômage. Donc ça, c'est scruté pour voir l'économie américaine. Et surtout vendredi, on peut dire la journée la plus importante, l'inflation. C'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on attend. Les chiffres de l'inflation, c'est ça que les investisseurs regardent par rapport au taux d'intérêt, tout ça. Donc, les journées les plus importantes seront en fin de semaine, jeudi et vendredi. Ce qu'il faut, voilà, le discours de Waller, bon, même si c'est un discours agressif, voilà, les investisseurs seront plutôt concentrés sur l'inflation de vendredi et les inscriptions au chômage aussi jeudi. Donc, voilà ce qui nous attend cette semaine. Maintenant, dans l'actualité américaine de finance, on a Shine, l'entreprise où le commerçant, là, vous savez, sur Shine, là, les applications chinoises pour acheter de tout, là. Ici, comme Shine est ému, ici, Shine dépose confidentiellement une introduction en bourse à Londres, alors que la cotation aux États-Unis stagne. Donc, en attendant les États-Unis, où il y a une marche, on va dire, marche arrière, on va dire, aux États-Unis pour l'introduction en bourse. Pour le moment, ils vont essayer de s'introduire à Londres, qui est aussi une grande place, hein, une grande bourse. Donc, on va voir s'ils vont y arriver. Parce qu'aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Les relations sino-américaines, voilà, États-Unis, Chine, c'est très compliqué. On le sait, hein, vous voyez les problèmes par rapport à TikTok. Un autre temps, il y avait Huawei qui avait des difficultés. Shine n'a pas envie de se retrouver dans les bourbiers américains. Et pour le moment, ils tentent leur chance plutôt en Europe, à Londres. Donc on verra en attendant aux États-Unis. Donc, en tout cas, aux États-Unis, jeudi, il ne faut pas oublier que jeudi, il y a le débat entre Trump et Biden qui agite l'actualité là-bas. Et donc Trump aurait déjà choisi, lui, son vice-président et affirme qu'il sera présent lors du débat de jeudi. Donc on verra, c'est les prétendants sont là, ici. Donc faut voir, je sais pas qui sera son vice-président. Je pense pas que c'est Nikki Haley tout en bas à gauche, en tout cas. Donc je sais pas, on verra bien. Et voilà, il y a beaucoup d'agitation là-bas, les modérateurs du débat de CNN, parce que ça passera sur CNN, hein, le débat. Donc Jack Tapper et Dana Bash ont comparé Trump à Hitler. Donc voilà, là on a les modérateurs, en tout cas les journalistes enfin ceux qui modéreront le débat, ici, qui sont anti-Trump apparemment. Et ça déjà, ça pose déjà débat là-bas. Donc ici, regardez, hein, panique, CNN en panique, coupe en plein direct la porte-parole du président Trump, donc Cléa, après qu'elle ait dénoncé les antécédents anti-Trump du journaliste Jack Tapper en charge de mener le débat jeudi soir. Donc apparemment, ils ont coupé l'antenne quand elle a dénoncé ça. Donc bon, je sais pas si c'est ici que c'est diffusé ou pas. Mais ça a pas l'air. Ah voilà, ouais, c'est là, ils ont coupé tout ça. Donc voilà, la blonde là qui était à droite là, c'est apparemment la porte-parole du président Trump. Et elle a dénoncé ça et elle a été coupée. Voilà. Bon, en tout cas,
Trump qui voit de plus en plus, là, même les investisseurs célèbres comme Cathy Wood, PDG d'Ark Invest, qui déclare qu'elle prévoit de voter pour Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle pour des raisons économiques. Donc, je pense aussi que Trump sera une meilleure solution. Il est pour les cryptos, voilà, il est pas pour la guerre, tout ça. Donc, je pense que ce serait une meilleure idée. Donc, il a le soutien. En attendant, regardez, hein. Voilà pourquoi je n'investis pas ni sur le CAC 40, ni sur l'Europe, tout ça. Le marché boursier US vaut 3 fois plus que le marché européen. Pourtant, il fut un temps où le stock 600 européen valait à peu près la même chose que le SP500 en dollars américains. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune comparaison. Vous voyez la différence en bleu là, les actions américaines et le SP500. Et regardez en noir les 600 entreprises les plus valorisées d'Europe qui stagnent et qui, voilà, c'est à plat quasiment. Alors qu'aux États-Unis, vous voyez que c'est dans une pente, c'est en pente montante. Donc ça vous montre en même temps la situation en Europe face aux États-Unis, hein, à travers leurs entreprises. On voit hein, que c'est aux États-Unis que ça se passe, c'est les États-Unis qui créent de la croissance. C'est là-bas où il y a de la croissance. En Europe, c'est terne. Vous voyez? Donc voilà. En Europe, donc, on a Viktor Orban qui prend la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc là, ça peut être un frein pour la bande là, de mafieuses de l'Union européenne, puisque Orban, qui est dans l'Union européenne hein, avec la Hongrie, lui, il est un peu voilà, anti-guerre, tout ça. Il va un peu dans le sens, on va dire, contraire des décisions européennes. Et donc là, vous savez que la présidence de l'Union européenne, elle change de main. Et là, on avait Macron dernièrement. Et là, ça passe chez Orban. C'est Orban qui va présider tout cela. Et là, ça risque d'être compliqué. Parce que quand ils prennent la présidence, en général, c'est eux qui ont une influence. Et là, donc, Orban qui préside l'Union européenne, ça va poser problème, je pense, dans plusieurs décisions. Donc voilà, l'Europe fulmine, mais n'a pas le choix. Ils sont obligés, hein. C'est comme ça, c'est les règles. Et maintenant, c'est au tour de Orban de présider cela. Et là, attention, hein, parce que c'est lui qui va tenir des discours et tout ça. Et il pourrait décider, voilà. Et en plus, là, il a, voilà, un Make Europe Great Again. Il a pris le slogan de Donald Trump. Donc, c'est une provocation à l'Union européenne. Donc, bon, à voir en tout cas. L'Europe, la Banque Centrale Européenne qui sort un rapport sur l'avancement de son euro numérique. Donc là où les États-Unis, eux, sont anti un peu CBDC, là, monnaie numérique des banques centrales. Là, l'Europe, eux, vont dans ça, hein, les monnaies numériques. L'Europe est partie dans cette direction, alors que les États-Unis sont en train d'être de moins en moins attirés par les CBDC, les monnaies numériques, au profit des crypto-monnaies. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, là, voilà, il y a le rapport qui est sorti. Donc la Banque Centrale Européenne qui promet une confidentialité par rapport à l'euro numérique. Un euro numérique utilisable hors ligne. Donc ça, ce serait pas mal. Des limites de détention et limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Donc voilà, toujours ces choses écologiques. À voir en tout cas si ça va être adopté. On verra ça. Donc voilà, hein, regardez, la BNP Paribas elle perd sa place de première capitalisation bancaire d'Europe. Donc une banque française qui perd sa place. Donc en perte de 11% hein, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, la dissolution en France là a provoqué une baisse, une chute de toutes les actions françaises et donc dont les banques françaises. Et donc voilà. Et là, ils sont dépassés donc par Santander qui est une banque espagnole. Donc c'est Santander qui devient l'action bancaire. Hein. Là, on parle surtout le secteur des banques. L'action la plus valorisée, Santander, en Europe. Donc, encore une énième chute pour la dégringolade pour la France. Là, en parlant de banque, la 5e banque du Japon liquide 63 milliards d'actifs en urgence. Hein. Ça se passe très mal au Japon, comme vous le voyez. Norinchukin Bank doit éponger 9,5 milliards de dollars de pertes suite à des résultats désastreux. Donc, elle va liquider 56% de ses obligations US et UE. Vous voyez, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour l'Europe et les États-Unis. Cette banque japonaise doit liquider tous ses avoirs américaines et européennes pour se sauver. Donc là, c'est catastrophique. Hein. C'est 20% de tout ce que possèdent les banques japonaises.
Donc les obligations, tout ça. Donc voilà, hein, l'Occident et leurs alliés sont en déclin et en phase de mort, en fait, là. Et ici, les Japonais sont alliés, hein, des Américains. Et donc là, voilà. C'est le G7 là qui est en train de s'effondrer à peu près là. Donc en attendant, au Royaume-Uni, Nigel Farage qui fait beaucoup de bruit. Et Nigel Farage, hein, qui accusé de propagande du Kremlin, voilà, par les médias occidentaux, là, après avoir affirmé que l'Occident avait provoqué l'invasion de l'Ukraine. Donc là, c'est quelqu'un qui fait partie de l'Europe, Nigel Farage, du Royaume-Uni, qui dénonce les actes occidentaux et qui disent que c'est les Occidentaux qui sont responsables de l'invasion russe en Ukraine. Parce que les Occidentaux se sont élargis bien plus que prévu. Et ils comptent mettre des bases aux portes aux frontières de la Russie, ce que les Russes ne peuvent pas accepter, bien sûr. Et donc, ça a provoqué le conflit là qui dure depuis au moins 2 ans déjà. Donc voilà, Nigel Farage qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dénonce tout cela. Bien sûr, le Premier ministre Rishi Sunak n'a pas validé ses propos, tout ça. Donc voilà, hein, des points de discordance au Royaume-Uni, tout ça. Donc ici, on a eu un bombardement à Sébastopol, en Crimée. Et là, c'est le bombardement de Sébastopol avec des missiles ATACMS a montré que les autorités américaines se sont rangées du côté du terrorisme international. L'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, qui déclare tout cela. Donc voilà. Hein. Là, apparemment, les Russes disent que c'est les Américains qui sont derrière cette attaque. En fait, il y a eu des bombes qui ont explosé là, en Crimée, là, à Sébastopol. Alors que là-bas, la population vit tranquillement, tout ça. Mais voilà, il y a eu des bombardements là-bas. Et les Russes disent que c'est les Américains qui sont derrière tout ça. Là, Israël, la phase intense des combats à Gaza touche à sa fin, selon Netanyahou. Donc, d'après Netanyahou, ça y est, hein, les intenses phases là, des combats, là, quand c'était vraiment intense, ça, c'est fini. Là, c'est quelques réglages. Maintenant, ça va être beaucoup plus léger dans les phases de combat, selon lui. Donc, à voir. Apparemment, on serait sur la fin, d'après Netanyahou, de ces bombardements, de ces combats-là. Donc, à voir. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle à venir pour les marchés, hein, tout ça. C'est parce que tout ça, c'est lié à l'économie. Hein. Ça impacte les marchés directement. Là, avant de passer aux crypto, enfin, là, on a Dubaï. Donc, l'immobilier à Dubaï qui est aussi instable que le Bitcoin. Regardez la volatilité sur le marché à Dubaï. Donc, ça monte, ça chute ici, ça remonte ici, ça rechute. Et là, ça remonte. Donc, beaucoup de volatilité. Hein. C'est un marché très instable, le marché de l'immobilier à Dubaï. Après, Dubaï, attention, hein, c'est un désert. Voilà, c'est tout jeune, ça fait 50 ans. Enfin, voilà, il y a 50 ans, c'était un désert. Donc là, ils ont créé une ville artificielle, mais Dubaï, là-bas, ça devient de plus en plus... Enfin, le réchauffement climatique, ça s'accentue là-bas. Là-bas, l'état devient de plus en plus... La température monte, voilà, de plus en plus, voilà, année après année. Donc, à un moment, ça deviendra invivable. Et donc, là, pour l'instant, Dubaï, c'est un peu un Eldorado, tout ça. Mais attention, parce que peut-être que ça va vite s'estomper, parce qu'il fera trop chaud et ça sera plus supportable. Donc là, voilà, là, ça repart à hausse, mais on pourrait avoir encore une autre chute violente là d'immobilier. Donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment instable. C'est pour ceux qui souhaitent être au courant là, qui s'intéressent au marché de l'immobilier à Dubaï, beaucoup de volatilité. Donc il faut faire attention. Aussi le marché des montres de luxe, qui apparemment tout le monde disait que ça s'écroulait. En fait, si on prend du recul, pas tellement. Finalement, ça, on va dire ça stagne. Donc c'était bien monté ici jusqu'en 2022, début 2022, et ça a chuté depuis. Mais là, on est dans une phase de stabilisation, mais on est toujours en hausse quand même. Hein. Pour Rolex, on est en baisse. Parce que ça s'est stabilisé, mais ça revient voilà, à plat là. Et on est à moins 1,2% pour Rolex. Mais voilà, ça stagne. C'est pas, on va dire, un creux qui fait du moins 30, moins 40% pour Rolex. C'est juste que ça s'est stabilisé.
Et les autres aussi ont chuté. Mais on est quand même, si on prend du recul, pour Patek, on est à plus 15%. Patek Philippe, là, plus 15,5%. Et Audemars Piguet, plus 15,3%. Donc, voilà, Audemars et Patek, voilà, Patek Philippe et Audemars, qui se tiennent à peu près. Et qui sont loin devant Rolex. Hein. Mais voilà, ça reste en hausse, même si ça a corrigé avec voilà l'inflation, les choses comme ça. Enfin voilà, tout a chuté là par rapport à la hausse des taux, tout ça. Et donc là, voilà, ça reste en hausse. Mais là, ça s'est écroulé et là, maintenant, on est dans une phase de stabilisation, on va dire, sur les montres de luxe. Donc voilà par rapport à ça. Donc on va se concentrer sur le prix du Bitcoin maintenant. Et le Bitcoin qui a chuté fortement, hein, qui retombe à 60 000 $ pour commencer la semaine. Donc on va voir ça de plus près. Et rien à voir, hein, quand on regarde, depuis son ATH en mars dernier, Bitcoin est en baisse de près de 14%, alors que dans le même temps, le Nasdaq, lui, est en hausse de 10%. Donc on voit qu'il y a une décorrélation. Certains disent que le Bitcoin, c'est comme le Nasdaq, c'est la technologie, tout ça. Là, ça ne suit pas le même trajet. Là, vous voyez que Bitcoin en orange se stabilise et est à plat depuis plusieurs temps. Et alors que le Nasdaq, lui, est en phase quand même montante, ici, là. Ça monte petit à petit avec des corrections, mais ça monte. Donc voilà, ils suivent chacun leur route, en tout cas. Et donc voilà, les cryptos qui sont dans le dur, les altcoins bien sûr, voilà, hein, c'est suite à la chute du Bitcoin. Hein, le Bitcoin qui continue, qui est en difficulté, hein, qui tente de tenir sa position des 60 000. Voilà, on a chuté de plus de 10 000 là, hein, on était dans les 70K, là on est à 60K. Donc j'ai titré moi la vidéo, voilà, hein, là c'est là à peu près, on peut le dire, voilà, stabilisation et rebond maintenant. Voilà, quand on va regarder dans les faits, là, je pense qu'on a atteint le plus bas. Donc, vous voyez la chute là du Bitcoin ici, là, que des bougies rouges. Ça fait mal parce que tout le monde s'attend depuis longtemps, maintenant après le halving, à une explosion vers les 100K. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, sur le moyen long terme, ça va aller. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est imminent. Mais bien sûr, le marché a décidé voilà, de casser le moral et d'éponger une dernière fois le marché, pour moi en tout cas, hein, avant d'aller chercher cela. Donc là, on essaie de briser le mental, de faire capituler un maximum de personnes avant d'aller chercher voilà, les records absolus là. Donc on verra ça. En tout cas, voilà. Quand on regarde, on a, voilà, on est dans un range, hein, depuis quelques temps maintenant. Là, on fait la deuxième. On avait déjà bien chuté. On est remonté. Là, on rechute une deuxième fois. Là, on a touché le point bas. Donc voilà. Ici, c'est dessiné en rouge, là, rose. Voilà, on avait peut-être en numéro 1 la possibilité, c'était ça là qu'on remonte rapidement, mais finalement on a fait un breakdown et on allait même chercher le support des 60K. Donc maintenant, on est plus attaché maintenant à la solution numéro 2 ici là, qui va nous amener voilà bien plus haut 78K quand ça va rebondir. Donc voilà, c'est le scénario. Maintenant, c'est pas sûr. Là, vous voyez là, on rebondit, on est dans un triangle là. Maintenant, on connaît, ça s'appelle le symétrical triangle ici. Donc, on est dans le triangle, on va rebondir, remonter, rebondir dans ce triangle, jusqu'à le casser par la hausse en général. C'est ce qui nous attend. Donc là, on a touché le point bas du triangle. Normalement, on devrait remonter là. Et aller chercher les, on va dire à peu près 71 000 maintenant. Après, c'est ce qui nous est, voilà, plutôt dessiné. Mais maintenant, regardez, on a même des scénarios catastrophique. Donc là, on a voilà, on est en train de former aussi ce qu'on appelle un double top formation. Et donc là, on était remonté, on n'a pas vraiment touché le top là, le top 2 là, mais là on repart à la baisse. Si on casse les 60K et comme ce qui semble peut-être se dessiner, on pourrait aller dans les 45 000. Le double top du Bitcoin suggère que Bitcoin pourrait chuter à 45 000 $. C'est ce que suggère Marcus Thielen, fondateur de 10x Research. Donc ça, 10x Research, c'est un cabinet d'analyse très très respecté dans le monde de la crypto, tout ça. Et donc voilà, c'est pas à prendre à la légère ça. Donc on a, quand je regarde les charts, et je vais vous en montrer plusieurs là, un scénario plutôt haussier
Comme quoi, là, on a touché la baisse. On va le voir là au niveau des RSI, on est au plus bas. Donc là, normalement, ce qui nous attend, c'est une stabilisation et un rebond. Mais on a des scénarios qui pourraient, et ça, des scénarios noirs qui pourraient nous ramener dans les 40K, 40 000, dans le pire des cas, pour tuer le mental des investisseurs et détruire les gens, parce que les gens sont impatients. En général, quand ça chute, il y a une panique, les gens vendent. On pourrait se dire, mais les gens ne sont pas aussi fragiles ou mentalement. Eh bien, si. Là, cette chute-là a amené énormément de ventes, surtout des traders, des spéculateurs qui sont pressés, en fait, ou qui spéculent. Et il y en a énormément qui vendent, mais même ceux qui hold, des fois, lâchent leur bague et se mettent à vendre parce qu'ils ne sentent plus. Ils ont plus la confiance en voyant la baisse. Mentalement, voilà, ils ont plus le moral et ils finissent par vendre. Et c'est fou, mais voilà, hein. Il y en a qui arrivent pas mentalement, qui n'ont plus confiance ou voilà, qui paniquent et qui finissent par vendre. Donc voilà, en tout cas, comme je vous l'ai montré ici, au niveau du RSI, on est au plus bas, hein. Ici, là. Donc voilà, hein. On peut que rebondir quand on regarde les fois passées. On a touché ces lignes blanches là. Vous voyez où il y a les traits blancs, c'était les plus bas. Ici, là, on a touché une nouvelle fois le bas du RSI. On a fait un trait blanc ici. Donc on devrait maintenant se stabiliser. Comme les fois ici, là, vous voyez que ensuite, les fois ici, on a rangé avant de remonter. Donc stabilisation et ensuite rebond. Ici, on a rebondi directement juste avant. Et ici aussi, on s'est stabilisé un peu et on a rebondi. Donc ça dépend. Soit on peut rebondir direct et très vite, ou soit plutôt, moi, ce que je vois, c'est plutôt une stabilisation le temps que les ETF Ethereum Spot arrivent et qu'ensuite on rebondisse. Donc, pour moi, on va se stabiliser là dans les 60K, revenir à 64, revenir à 62, 67, voilà, ranger comme ça, et d'un coup, on va exploser ça. Et cette fois, je pense que ça sera la bonne pour aller chercher les 80 voire 100K à venir là. Donc, à chacun, moi, je me mouille, hein. Par contre, c'est pas un conseil en investissement ou des trucs comme ça. Juste, je donne mon avis comme ça par rapport aux éléments que j'ai. Mais ça peut se passer complètement différemment de ce que je dis. Voilà. Pour moi, je suis confiant à moyen terme, moyen long terme. Court terme, impossible de timer le marché, impossible de savoir. Mais c'est ce que je vois sur le long terme. Ce scénario-là là, que vous voyez à l'image, ici, là, voilà. On va buter, rebondir ici, là, dans les 60K. C'est ce qu'on fait, hein. On essaie de tenir 60K. On peut aller à 59, 58, allez, pour essayer vraiment de faire paniquer le monde. Mais ensuite, pour moi, on va vite rebondir, aller chercher, voilà, les 80K, peut-être ensuite un peu corriger et aller chercher plus haut encore les 100K, voire plus de 100. Donc, c'est le scénario que je vois. On verra. Mais bon, il peut se passer le scénario catastrophe où on descend à 40 000. Hein. Moi, voilà. Je vous donne mon avis, mais il peut tout se passer. Donc ça, c'est l'image de la miniature qui montre que on est au niveau du RSI, on touche le point bas. À chaque fois, c'est plus montant que d'habitude, hein. La ligne verte, là, la barre verte ici. Mais le RSI nous montre que on a touché la ligne verte. Là, on l'a même dépassé carrément, la ligne verte. Donc là, pour moi, on a dépassé la baisse qu'on devait faire. Donc là, je pense qu'on va vite rebondir dans les prochaines heures ou prochains jours, là, les 2-3 prochains jours, et se stabiliser. Donc, on verra. On verra en tout cas. Mais pour moi, là, on a baissé plus que prévu, là, déjà. Donc, on va vite rebondir pour moi. Et donc, voilà, ne tombez pas dans le piège. C'est à chaque fois la même chose. Quand on nous annonce qu'on va aller au 100K, que le marché est euphorique, en général, c'est là qu'on a un crash des marchés. Vous voyez? Et là, par contre, quand on nous dit ça y est, c'est terminé, ça y est, tout le monde, plus personne voilà. Là, vous voyez, hein, la hype sur les cryptos est complètement retournée. Plus personne n'a confiance aux cryptos. Voilà, la hype est tombée. Et là, tout le monde dit que c'est mort. Enfin, voilà, il se passe plus rien. Et bah, c'est là, les gens, la masse, en général, attendent même que ça rechute plus fortement. Et qu'est-ce qui se passe? La réalité, ça explose. Et bien, ici aussi, c'est pareil. Là, voilà, on est dans cette zone-là. On rechute une deuxième fois. Ici, là, dans les 60K. Voilà. Tout le monde, la masse, pense qu'on va peut-être aller aux 45K. Mais la réalité va nous montrer que avec les ETF Ethereum, certainement là, que ça va aller rebondir rapidement. Donc, profitez normalement de cette accumulation. Pas un conseil, mais normalement, il faut profiter de ça. Et ça va rebondir fortement, normalement, ce qui est prévu, et aller plus haut. Donc, aujourd'hui, ceux qui pleurent ou ceux qui sont en dépression, là, qui en ont marre, qui sont blasés, regretteront peut-être de ne pas avoir
injecter encore une dernière fois, voilà. Je sais que beaucoup n'ont pas la liquidité, mais voilà, dès que vous pouvez, normalement, c'est l'opportunité. C'est peut-être la dernière chance avant que le Bitcoin aille au 100K. Donc, à chacun de se faire son avis par rapport à ça. Donc, voilà, hein. À chaque fois, c'est simple. Dès qu'on est euphorique, les marchés s'écroulent. Dès que on est dans une phase de peur et de dépression et de choses comme ça, les marchés explosent. C'est comme ça, c'est la psychologie inversée. Donc retenez bien ça. Voilà. Quand on est, voilà, on n'a plus la motivation, on est déprimé par rapport au marché, c'est là que ça explose. Et là, c'est ce qui risque d'arriver. C'est le sens contraire. Donc moi, en tout cas, dès que je vais pouvoir, je vais accélérer sur les cryptos et injecter. J'ai injecté la semaine dernière, j'ai mis le paquet. J'attends mon prochain paiement, le mois prochain, en espérant que peut-être on soit encore dans le range, dans les 60K. Et je vais mettre le paquet avant avant que ça s'envole. Vous voyez ? Donc voilà, là on est arrivé à un point où voilà, on est allé au-dessus de la TH déjà. Et maintenant on revient toucher un peu le bas, peut-être pour rebondir sur la ligne blanche et exploser. Vous voyez ? Et en général, quand on passe la ligne blanche, qu'est-ce qu'on a ? On a un fort rebond là, un fort rallye. Une fois qu'on passe la ligne blanche. Vous voyez, ici aussi, là, en 2017. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On est à peine au-dessus de la ligne blanche. De qu'est-ce qui va nous attendre ? Un fort rebond, un fort rallye là. C'est comme ça. Donc, on verra ça. Donc, voilà. Hein. Tous les charts nous montrent que on rebondit là. On est en phase haussière quand même. On reste en phase haussière. Malgré que là, on rechute à court terme. On est en phase haussière. Là, on va rebondir pour aller plus haut. C'est ce que tous les charts nous disent. Voilà. Après le premier halving, on a une forte hausse, correction, on repartait. Deuxième halving, forte hausse, correction, on repartait. Troisième halving, forte hausse, correction, on repart. Et là, quatrième halving, on va avoir une forte hausse. Oui, 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 comme les fois précédentes. Des fortes hausses qui se réduisent hein, quand même. Hein. Comme vous voyez, là, le rond violet, là, ici au premier halving, était très puissant. Ensuite, moins puissant à chaque bull run. Donc là, le prochain pourrait nous ramener dans les 200 voire 300K avant de corriger. Donc voilà, d'ici à fin 2025, on pourrait avoir un Bitcoin jusqu'à 300 000. Vous voyez, 300, 350 000 voire. Donc ça serait un plus haut là. Vous voyez. Donc on espère. Mais là, ce qui nous attend, c'est une forte hausse. Ensuite, on aura une correction, le bear market en 2026. Et ensuite, on va repartir en 2027. Donc, c'est toujours pareil. Ça ne bouge pas, vous le savez. Donc, regardez tous les 4 ans. Là, en 2016, quand on est passé au-dessus de la ligne blanche, explosion ensuite, deuxième rallye. Donc, 2020, pareil. Quand on avait franchi la ligne blanche, là, de la TH, on a explosé. Ici, on vient de toucher la TH. Qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui va avoir comme en 2020, comme en 2016? L'explosion. Ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. Mais là, vous voyez que vous avez en jaune 2016, tout en bas là, en orange 2020 et là en rose 2024. Donc on voit que le top du cycle est beaucoup plus loin dans le chemin. Donc là en 2024, on a un chemin à faire avant d'avoir le top du bull run. Donc ça nous montre que ça sera certainement en 2025, voire voire fin 2025 pour le top du bull run. Donc on a le temps hein, avant le plus haut du Bitcoin. Mais voilà, il faut quand même être placé puisque en général, on part quand même, si on regarde les autres halvings là, enfin les autres bull run, on est en 2016 là, ça partait à la hausse hein, avant d'avoir le pic. Et même quand même un peu en 2020, on était quand même en phase montante un peu. Donc ça veut dire que ça montre que les cryptos vont quand même s'apprécier avant le top en 2025. Donc voilà, hein, par rapport au Bitcoin. Et même Ronaldinho, la célèbre star, l'un de mes joueurs préférés, le magicien hein, brésilien, il est temps que la crypto devienne mainstream. Qui est avec moi? C'est ce qu'a dit Ronaldinho, hein, la légende du football Ronaldinho, interroge ses 21 millions de followers sur l'adoption des crypto-monnaies. Donc même Ronaldinho dit qu'il est temps pour les cryptos voilà, de devenir connu, mainstream et connu. Et là, lui, il a un impact. Si c'est moi qui le dis, il n'y a personne qui va m'écouter. Moi, dans ma famille, ils doutent que ce soit un jour les cryptos soient... Voilà. Certaines me demandent est-ce que c'est vrai la crypto? Est-ce que c'est pas une arnaque? Voilà.
Même que je leur dis non, c'est pas une arnaque, ils ont des doutes et ils me suivent pas trop. Par contre, Ronaldinho, voilà, on est à une ère d'influence. Bah, des gars comme Ronaldinho, s'ils parlent, là tout de suite, les gens ils vont commencer à s'intéresser aux cryptos, tout ça. C'est ça, hein. Il faut voilà, avoir de l'influence pour que les gens voilà, suivent. Donc, en tout cas, voilà le tweet de Ronaldinho. Et donc là, on a même, voilà, hein, il y en a qui vont pas attendre. Là, on a le milliardaire Michael Dell de la marque Dell, hein, vous savez, les ordinateurs Dell, tout ça. Va-t-il emboîter le pas à MicroStrategy et à Michael Saylor qui achète des millions de bitcoins pour son entreprise MicroStrategy? Ici, il semblerait hein, que Michael Dell aussi veuille suivre Michael Saylor. Donc là, on aura peut-être Dell qui va se mettre au bitcoin. La célèbre entreprise Dell qui vend des ordinateurs, tout ça. Donc à voir en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles quand même sur la crypto. Mais là, par contre, regardez Tether qui cesse de soutenir EOS et Algorand. Ce qui vous montre que, voilà, un temps où fut un temps, EOS et Algorand faisaient partie des blockchains les plus en vue. Aujourd'hui, ces blockchains ne disent plus rien, ne répondent plus quasiment. Où il se passe plus grand chose. Et bien là, on a des entreprises comme Tether qui ont décidé d'arrêter avec ces blockchains-là. De mettre fin à l'USDT sur les deux blockchains. Puisqu'il ne se passe plus rien, il y a plus de. Le volume est trop faible, et voilà. C'est comme si c'est des blockchains qui sont mortes. Donc voilà. Hein. Donc voilà, avec la suspension d'Algorand et EOS, Tether émet désormais son stablecoin sur donc Avalanche, Celo, Kava, Cosmos, Ethereum, Liquid Network, NIR, Polkadot, Solana, Tezos, Stone et Tron. Donc on a encore des prétendants là. La liste que je vous ai citée, c'est encore les derniers prétendants. Donc voilà, ici on voit même pas de Cardano, hein. Tout ça. Donc voilà. Et moi, je pense que dans la foulée, peut-être Celo, Kava, même Cosmos, Liquid Network, NIR, Polkadot, Tezos, voilà, et Tron. Pour moi, ça va mourir dans la foulée. Pour moi, il restera surtout Ethereum, Solana et peut-être Avalanche pour le gaming. Mais voilà. Donc voilà, hein. Le temps passe et seuls les projets les plus difficiles, les plus solides vont rester. C'est pour ça que ceux qui sont là à la recherche des dernières pépites, des dernières tendances, voilà, qui spéculent, sur le court terme, vous pouvez gagner. Mais à long terme, la majorité là, voilà, perdent à force de s'éparpiller partout. Il faut viser les projets les plus solides et les holder et rester patient. Donc voilà. Regardez, hein, et là, on a un exemple des projets plus solides comme Solana. Hein. Là, MoonPay, qui est un prestataire de paiement, montre que dans l'utilisation, le relève que la semaine dernière, que cette semaine, pardon, était la 5e semaine consécutive où Sol reste la crypto, la pièce numéro 1 la plus fréquemment achetée sur MoonPay. Vous voyez que... Et MoonPay qui montre un peu, hein, parce que c'est un prestataire de paiement, pour payer en crypto dans le monde réel. Et donc là, on voit que les gens payent plus en Sol, en Solana que en Bitcoin ou en Ethereum. Ça montre que le réseau Solana est plus utilisé que le réseau du Bitcoin et d'Ethereum. Il y a plus de volume sur Solana. Donc ça vous montre, hein. Mais je pense quand même, bon, après on sait que Bitcoin et Ethereum seront là, hein, seront les premiers, les précurseurs hein, de l'adoption massive. Mais Solana, je pense que ça fait partie maintenant des géants qui seront là aussi, avec Ripple, avec Chainlink. Donc voilà, avec BNB, Binance. Donc on a les cryptos les plus solides sur ceux qu'il faut normalement investir et holder principalement avant de prendre des altcoins, tout ça. Donc voilà, on en reste là, une demi-heure de vidéo. Donc on fait pas plus. Voilà pour ce journal, pour ce retour, en tout cas aux sources pour moi. Après une semaine, là, j'ai pas de connexion internet, hein. J'utilise le partage de ma 5G de mon téléphone pour avoir pris toutes ces informations. Donc voilà. Bah, on reste en contact. Et je passerai d'autres actualités dans la semaine là. Bon, force à nous, hein. Allez, à plus.